Bonjour à tous, donc moi c'est Karen Raspé et je suis chargée de partenariat donc à la CPAM 52. Alors, quelques instants parce que je dois enregistrer. Hop. Ah ben non, il était déjà enregistré. Pour ceux qui ne pourraient pas assister, donc on enregistre le webinaire et on vous l'adresse à la fin de la séance. Donc je vais débuter, je vais vous partager mon écran pour vous présenter le sommaire. Donc moi, je ne me suis pas présentée, je suis Delphine Lacroix, je suis déjà intervenue à plusieurs webinaires. Donc je suppose que certains me connaissent déjà. Je ne trouve plus. Il faut que je retourne. J'ai fermé le mauvais. Alors, je fais encore entrer des gens dans la salle d'attente. Et après, je suis totalement à voix. Est-ce que tout le monde voit le diaporama d'affiché? Oui, j'ai des pouces. Donc, on peut commencer. La logistique est en route. Alors, les actualités réglementaires, donc je vous en ai dit, il y en a très peu. Mais par contre, j'en profite pour vous rappeler les choses qui se déroulent tout au long de l'année. Et puis, donc, on fera un zoom sur le parcours séparation. Alors, en sommaire, je vais vous reparler du montant net social, donc, parce que maintenant, on a un questionnaire questions-réponses à la CAF. Sur le CAF.fr, les modifications du mot de passe qui ont changé au mois de mars, le règlement intérieur, on a des choses qui ont été faites aussi sur le CAF.fr, une petite information sur les impôts, le BAFA, je vais vous reparler aussi des indus, des campagnes que l'on fait à la CAF. Et on terminera sur les relations avec nos allocataires, l'intérêt d'avoir une adresse mail pour tous les allocataires et aussi notre magazine Vie de famille qui va évoluer. Et les prochains rendez-vous avec la CAF qui vous seront proposés. Donc, le montant net social. Donc, c'est quelque chose qui est déjà en place depuis le mois de janvier, dont j'ai déjà parlé, ou mes collègues dans des précédents webinaires. Il a pour but de simplifier les démarches des usagers. Et donc, le MNS, qui est le montant net social qui figure en maintenance sur tous les bulletins de salaire, en bas des bulletins de salaire et sur même pour les allocations chômage et les retraites. Vous avez sur le CAF.fr un question-réponse pour les allocataires qui seraient un peu perdus et qui se demanderaient à quoi ça sert. Donc, dans le question-réponse, il est bien indiqué sur le CAF.fr, vous avez des questions. Où retrouver le montant net social? Ils cliquent et ils ont la réponse. Pourquoi le montant net social a été ajouté sur les bulletins de paie et les relevés de prestations? Dois-je utiliser le montant net social pour percevoir les autres prestations que le RSA ou la prime activité? J'ai été ou je suis en arrêt de travail, quel montant dois-je déclarer? Je ne retrouve pas le montant en net social, que dois-je faire? Et j'ai plusieurs employeurs et tous n'affichent pas le montant net social, que dois-je faire? Et quand la personne, elle a un montant net social négatif. Donc, toutes ces questions-réponses sont sur le CAF.fr pour les personnes qui se poseraient des questions sur le montant net social. Alors, je l'avais déjà dit au dernier webinaire, mais là, depuis le mois de mars, donc en fait, on est confronté, nous, la CAF, comme plein d'autres administrations, à des attaques.
pour essayer de récupérer les informations dans nos fichiers. Donc, elles n'ont pas abouti. Mais on a quand même eu une attaque fin février qui a fait réagir la CNAF. Et du coup, il y a une volonté de sécuriser davantage le compte de nos allocataires. Donc, depuis le 8 mars, les usagers qui vont se connecter vont être obligés automatiquement de modifier leur mot de passe, puisque maintenant, on va vouloir un mot de passe à 10 chiffres. Donc, avec toujours des systèmes de sécurité comme on connaît, donc 10 caractères avec au moins un chiffre, une minuscule, une majuscule. Et même s'ils se rappellent de leur ancien mot de passe, on va leur demander de le modifier la sécurité va être renforcée. Le diapo est bloqué. Ah. Maintenant, je suis allée trop loin. C'est bon. Alors, pareil, toujours sur le CAF.fr, le RIASF, donc c'est le règlement intérieur d'action sociale, qui, si vous l'avez déjà consulté, est un document qu'on retrouve sur le CAF.fr qui fait un certain nombre de pages, assez importantes. Donc bon, c'est très bien quand vous voulez une information sur le prêt assez détaillée, vous allez vous plonger dans le règlement intérieur d'action sociale. Mais si vous voulez avoir une vision d'ensemble de tout ce que fait la CAF, vous avez une infographie qui a été développée et que vous pouvez imprimer aussi, vous, pour mettre à disposition de vos usagers et qui est disponible sur le CAF.fr. Donc, ça met en évidence le règlement intérieur en une seule page, ce qui est pratique, avec les principales aides et les principales conditions d'éligibilité. Donc, vous pouvez aller l'imprimer. Alors là, on est un peu en amont. Donc, effectivement, nous sommes au mois d'avril et nous allons bientôt être au mois de mai. Donc, on va devoir déclarer nos ressources aux impôts. Alors, il est important que les allocataires le fassent, même s'ils sont non imposables, on le répète chaque année, puisque nous, on récupère les ressources directement auprès du service des impôts. Donc, il faut sensibiliser, nous, enfin on le fait, on sensibilise les allocataires à aller déclarer leurs impôts sur le site impôts.gouv.fr et donc la campagne des impôts va bientôt commencer. Voilà, un petit slide pour rappeler ça. Alors, toujours sur le CAF.fr, on a mis en ligne une vidéo qui va parler plus particulièrement des BAFA. Donc, cette vidéo, elle est vraiment ciblée jeunes. Elle est très bien faite. Elle leur explique l'aide individuelle du BAFA, quelles sont les conditions, quels sont les montants, comment faire une demande. Donc, je vous invite à envoyer les jeunes qui seraient intéressés par cette aide à aller voir cette petite vidéo et ensuite à nous faire une demande puisqu'on a des aides. Donc, pour rappel, c'est quand même soumis à quotient familial. Donc, c'est vraiment une aide pour des jeunes dont la famille a des revenus inférieurs à un certain montant, avec un quotient familial limité. Ce n'est pas pour tous les jeunes. On va parler des indus. Donc, au niveau de la prévention des indus, on a remarqué dans le cadre d'une étude des réclamations des demandes de remise de dette que plusieurs allocataires se trompaient dans leur déclaration de ressources pour l'aide au logement et qui déclaraient des frais réels, donc des frais de déplacement, dans la case frais réels, frais de déplacement, alors que ce n'était pas forcément des frais réels, mais c'était des revenus, parce qu'il y a eu ce qui a un impact, et nous, quand on s'en rend compte, on fait des indus. Donc, cette année, pour éviter ce genre de désagrément, on a fait une campagne de communication qui a été lancée mi-février auprès de 101 personnes qui, en fait, avaient déclaré des frais réels et qui n'en avaient pas déclaré 2 ans auparavant, pour bien leur expliquer: est-ce que vous avez bien déclaré des frais réels? Est-ce que ce n'est pas vos revenus? Faites une modification.
dès à présent. Toujours au niveau des indus, on a fait une campagne de régularisation spontanée dans le cadre du plan de prévention des indus. Parce que nous, le but, c'est pas de faire des indus, c'est d'éviter justement d'en faire, donc que tout soit bien déclaré dès le départ, avec une mise en place d'une campagne d'incitation à la régularisation spontanée des situations allocataires. Donc, c'est une première campagne et qui cible essentiellement les vies de couple. Alors, dissimulé, mais pas que, hein, ça peut être aussi une omission. Les gens ont changé de situation familiale et ils ne pensent pas nous le dire tout de suite et ils pensent que ça va être vu que l'année prochaine avec les ressources de l'année précédente. Non, une situation familiale, dès qu'elle change, il faut nous prévenir tout de suite parce que ça peut avoir un impact dès le mois même ou le mois suivant la vie maritale. Donc, cette campagne de régularisation de situation de vie maritale, elle avait pour objectif d'inviter tous les usagers, à déclarer leur reprise de vie de couple. Et donc, on a ciblé une partie de nos allocataires qui étaient isolés depuis au moins 3 mois, qui avaient au moins un enfant à charge. Et on a ciblé 250 allocataires pour leur demander s'ils étaient toujours bien isolés, leur rappeler ce que c'était que la vie commune et de déclarer tout changement à la CAF. Donc, en fait, il y a 8%, quand même 8,8%, donc presque 9 des allocataires qui ont reçu un mail et qui ont pris contact avec la CAF dans les semaines qui ont suivi le mail. Et il y a 13,2% des allocataires de l'échantillon qui ont déclaré un changement de situation dans les 2 semaines qui ont suivi la campagne. Donc, comme quoi, ce n'était pas inutile. Alors, toujours au niveau des indus, mais là plus particulièrement des fraudes, quelques chiffres. Pour l'année dernière, on a détecté 122 fraudes. Ça représente 947 593 000 €, donc on va dire quasiment 1 million d'euros de fraude. Donc ça, c'est celle qui est détectée. La fraude aux prestations, donc, elle consiste à utiliser des moyens illégaux ou déloyaux pour obtenir le versement de prestations. Alors, ça peut être une omission de déclaration, ça peut arriver que la locataire ne soit pas au courant, mais du coup, on ne le qualifie pas en fraude. Par contre, si c'est une omission qui est répétitive et qu'on pense que la locataire ne pouvait pas ne pas savoir, on le qualifie en fraude. Après, on a la fausse déclaration et puis là, dans les fraudes, on va dire, un peu plus poussées, on a le faux et l'usage de faux ou encore l'escroquerie. Donc, dans le cadre du renforcement des actions de lutte contre les abus et les fraudes, il y a eu une modification de la loi en 2023 et donc qui est active là depuis le 1er janvier parce qu'en fait, avant, quand quelqu'un avait fait une fraude, on demandait le remboursement des sommes indûment versées, donc on procédait à l'indu. Et il y avait une commission fraude où il pouvait y avoir une sanction qui pouvait aller de 100 à 1 000 €, une sanction qui pouvait être décidée par la commission fraude. Et dans certains cas, on peut aller même à un dépôt de plainte. Mais en gros, dans la majorité des cas, les gens ils nous remboursaient parce qu'ils n'auraient pas dû avoir. Donc là, en fait, non seulement ils vont nous rembourser ce qu'ils n'auraient pas dû avoir parce qu'ils nous ont menti, mais en plus, on va appliquer une majoration de 10% sur les sommes à rembourser. Et donc ça, cette évolution, c'est depuis le 1er janvier. Donc concrètement, en contrepartie des frais de gestion engagés par la CAF, une majoration de 10% des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort sera appliquée par la CAF, ce qui ne l'était pas forcément avant. Parce qu'il n'était pas avant. Donc avant, il y avait juste la possibilité pour la CAF de sanctionner les allocataires qui avaient fraudé par l'application d'une pénalité et d'un dépôt de plainte. Et ce n'était pas fait systématiquement. Et puis, pour petit rappel, il est à noter qu'une remise de tête ne peut pas être accordée quand l'indu est frauduleux.
Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de voir, sur les fraudes? Donc, sinon, on va poursuivre. Ben, c'est plus pour des conseils, c'est-à-dire que nous, il nous faut les adresses mail sur les dossiers des allocataires. C'est important de les avoir. Bon, maintenant, on ne peut plus se passer d'Internet. Toutes les démarches déjà doivent être faites en ligne et pas qu'à la CAF, que ce soit aux impôts. Je pense à la caisse primaire aussi, pas mal. Donc, 4 bonnes raisons de nous communiquer les adresses mail pour les allocataires qui ne l'auraient pas fait. C'est que la CAF, bah, elle peut contacter l'usager plus rapidement pour compléter son dossier et aussi pour répondre à ses questions qui nous parviennent rapidement. Donc, fini les pertes de temps avec l'envoi de courrier. L'usager ne rate aucune démarche importante. La CAF, elle informe par mail les nouvelles informations sur le dossier et les dates importantes pour les droits. Et on réclame aussi les documents manquants par mail. L'adresse mail, elle reste strictement confidentielle et conformément à la réglementation applicable, bah, nous, on ne la divulgue pas. Et l'usager contribue aussi à une démarche écologique et solidaire. Donc, comment se connecter? Bah, c'est toujours sur l'espace Mon compte et remplir ses coordonnées. Donc, notre magazine Vie de famille, parce qu'effectivement, on parle du numérique, on fait tout en dématérialisé, mais on a quand même notre magazine trimestriel qui reste en format papier, qui est envoyé aux partenaires et aussi à certains allocataires qui le souhaitent. Donc, il va évoluer dans son format papier. Il y a un nouvel encart départemental. Le numéro diffusé en avril, c'est le dernier qui va être diffusé avec les couleurs qu'on connaît et dans le format actuel. Et il y aura une nouvelle formule du magazine au mois d'octobre. Donc, c'est le 15 octobre que vous aurez le nouveau magazine avec sa nouvelle ergonomie. Donc, je ne l'ai pas vu, mais j'ai hâte de le découvrir. Donc, les partenaires qui reçoivent le magazine papier recevront un questionnaire pour leur permettre de confirmer leur volonté de disposer du magazine et d'un nouveau présentoir, mais aussi d'ajuster les volumes. Alors, je vais vous parler de nos prochains rendez-vous. Il y en a un qui se déroule demain. Alors, ce ne sera pas un webinaire, c'est une rencontre partenaire. Qui se déroule donc sur le site de Canopée à Chaumont. Donc, il y a eu des invitations d'envoyer pour les partenaires qui ne seraient pas encore inscrits, qui souhaitent vivement assister à la rencontre qui a lieu donc demain à 10 h à Canopée. Vous avez encore la possibilité de vous inscrire. Donc, sinon, il y a un Facebook Live sur les démarches auprès de la CAF, donc là qui est ouvert à tout le monde le vendredi 19 avril à 16h30. Donc, c'est plus particulièrement à l'intention des allocataires. Et notre prochaine rencontre en webinaire sera le 6 mai, toujours à la même heure à 10h30 sur les actualités réglementaires et un zoom sur le sujet des modes de contact. Donc, je vais maintenant laisser la parole donc, à mes collègues et ma collègue de la CEPAM pour un zoom sur l'accompagnement en cas de séparation. Donc, on va vous présenter donc déjà quelques chiffres clés sur la séparation. Donc, 400 000 séparations qui sont enregistrées chaque année en France. Et la moitié de ces ruptures concernent des familles avec enfants à charge. Montant moyen d'une pension alimentaire, 170 € par mois. 4 familles monoparentales sur 10 vivent avec un seuil de pauvreté, vivent sous le seuil de pauvreté. Et donc, plus de bientôt 3 millions d'enfants qui sont en situation de pauvreté et près de 30% des pensions alimentaires qui ne sont pas versées régulièrement. Voilà, donc les principales démarches. Alors, en CAF, pour un allocataire qui se sépare, les démarches sont à effectuer bien évidemment sur le CAF.fr.
donc où ils déclarent leur séparation, s'ils sont déjà allocataires, dans l'espace Mon compte, et où ils déclarent un changement, et sur l'onglet donc situation familiale. Ils peuvent également donc s'informer sur les aides, même s'ils ne sont pas allocataires, dans la rubrique donc je me sépare. Donc c'est accessible depuis la page d'accueil du CAF.fr. Et puis la possibilité également pour eux de prendre un rendez-vous personnalisé, même s'ils ne sont pas allocataires, donc dans la rubrique Contacter ma CAF. Alors, au niveau de la caisse primaire d'assurance maladie, donc le rendez-vous se fait sur amélie.fr, donc dans la rubrique droits et démarches, parentalité couple, et sous le sous-motif séparation du couple, où en fait donc les personnes peuvent accéder en fait aux principales démarches à effectuer au niveau de l'assurance maladie. Merci. Donc, au niveau des démarches, en cas de séparation, l'assuré est invité à effectuer son changement d'adresse. Donc, on l'invite à nous fournir, donc toujours via Amélie, un justificatif de domicile pour prendre en compte sa nouvelle adresse, son changement de nom, donc en cas de divorce. Donc là, on demandera donc la copie du jugement de divorce, et puis le changement de banque, avec donc l'envoi d'un nouveau relevé d'identité bancaire. Si l'assuré n'a pas, malheureusement, Amélie, pour faire ses démarches, il peut contacter l'assurance maladie par téléphone au 36 46, nous envoyer un courrier en mentionnant son numéro de sécurité sociale, son nom, son prénom. Et pour ce qui est du changement du RIB, on l'invite à nous envoyer l'ancien RIB et le nouveau RIB. Au niveau des démarches aussi, on invite donc l'assuré qui se sépare à inscrire l'enfant sur les 2 cartes vitales des parents. On peut faire cette démarche en fait sur Amélie, en sachant que la personne qui a la main pour faire cette démarche est la personne qui a déjà l'enfant de rattacher sur sa carte vitale. Si l'assuré n'a pas de compte Amélie, on l'invite en fait à faire cette démarche via le formulaire demande de rattachement des enfants mineurs à l'un ou aux 2 parents. Alors, je précise qu'il est possible d'effectuer une demande de carte vitale en ligne pour les enfants dès 12 ans en cas de séparation. Donc, cette démarche, elle se fait uniquement via le compte Amélie, avec l'envoi en dématérialisé donc, de la photographie aux normes donc, de l'enfant, de sa pièce d'identité, et tout doit être réalisé en ligne, ce qui permet à l'enfant, en cas de garde alternée, en fait, de disposer de sa carte personnelle. La séparation peut conduire l'assuré à se retrouver donc, avec des ressources qui ont diminué et des difficultés pour payer ses frais de santé. Donc, on l'invite à se rendre sur le simulateur en ligne sur www.mesdroitssociaux.gouv.fr pour aller voir si la personne peut bénéficier de la complémentaire santé solidaire. Cette complémentaire santé solidaire, c'est une aide en fait pour payer les dépenses de santé. Et on a 2 types. On peut bénéficier d'une complémentaire santé solidaire totalement gratuite en fonction de ses revenus, ou alors à un coût moindre qui n'excède pas 1 € par jour. Si la personne se retrouve dans le changement d'un médecin traitant, il suffit simplement à son nouveau médecin traitant d'effectuer ce changement donc en ligne, et ça annule la déclaration précédente. Et puis, il faut également penser à prévenir sa mutuelle et à mettre à jour sa carte vitale pour prendre en compte tous ces changements. Donc, on va voir donc, le parcours coordonné CAF-CEPAM. Donc, au niveau CAF, donc, bouleversement au niveau du versement des aides financières, puisque la séparation peut impacter les prestations qui sont versées aux allocataires, avec bien évidemment majoration du plafond des ressources pour certaines prestations, RSA, AH, complément mode de garde, prime naissance, allocation de base, complément familial et prime d'activité. Voilà, la séparation va avoir vraiment un impact sur ces prestations-là. Il peut également y avoir partage des allocations familiales en cas de résidence alternée de l'enfant.
Donc là, les parents, dans le cadre d'un accord commun, donc les parents peuvent demander le partage des allocations familiales et de désigner soit un parent qui recevra la totalité des allocations familiales ou à défaut de désigner sinon donc le parent qui perçoit la totalité des AF, mais aussi se partager les allocations familiales s'il y a 2 enfants concernés. Et puis, à défaut d'accord par les parents, donc la CAF peut choisir, en tout cas, le destinataire des prestations, qui sera destinataire des prestations. Et également, donc, une aide qui est spécifique donc, aux situations de monoparentalité, donc aux parents séparés, c'est l'ASF, hein, donc l'allocation de soutien familial, qui est versée sous condition de ressources aux parents qui élèvent seuls leurs enfants et pour lesquels il n'y a pas de pension alimentaire fixée, une pension alimentaire qui est fixée, ou lorsque celle-ci n'est pas versée régulièrement. Et bien évidemment, donc depuis 2014, alors donc la mise en place de la garantie des impayés de pension alimentaire, la CAF a mis en place l'allocation de soutien de famille complémentaire pour compléter la pension alimentaire si elle est d'un faible montant. Alors, pour accompagner les parents, donc, la CAF a développé donc, un site qui s'appelle le site pensionalimentaire.caf.fr. Donc, c'est le site de l'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires. Donc, on en avait déjà parlé. Donc, moi, j'avais déjà animé un précédent webinaire, donc il y a 1 an maintenant, autour de la séparation. Et donc, on avait également donc, informé de l'ARIPA, de l'Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire. Donc, le but, donc, sur le site pension alimentaire, eh bien, les parents peuvent estimer le montant de la pension alimentaire. Ils peuvent également demander un titre exécutoire, donc qui fixe une pension alimentaire. Ils peuvent également demander l'aide au recouvrement de la pension alimentaire si elle n'est pas réglée. Et puis, ils peuvent également demander l'intermédiation financière, tout en sachant que par rapport au point de l'intermédiation financière, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Voilà, donc pensionalimentaire.caf.fr, voilà, c'est le site où, voilà. Donc, on va vous présenter une petite vidéo succincte, très, très rapide de l'ARIPA. Donc, voilà. J'espère que ça va marcher, parce que des fois, il faut aller directement sur YouTube. Et oui, mais il n'y a pas le son. Ouais. Bon, vous pouvez de toute façon, vous aurez… Puis là, c'est la pub en plus. Ouais. Non, mais de toute façon, vous aurez le PowerPoint et voilà, vous pourrez vous… Ah, ben le voici. Ah, ben oui, on n'a pas le son. Ouais, on n'a pas le son. C'est le cas quand on est sur le diaporama. Ouais. Bon, bah, vous voyez, il y a des belles images. Voilà. Mais, ah, bah, si vous pouvez lire, vous aider à rêver. Ça sert à quoi? C'est une vidéo qui dure pas très longtemps et qui explique bien. Le mieux, c'est peut-être que vous alliez la voir. Oui, elle sera accessible avec le PowerPoint. Ah. Faut que je retourne. Eh ben, j'ai coupé Tips. Si, c'est bon. Voilà. T'as coupé Tips. Non, j'ai peur. Voilà, le mieux, ce sera que vous alliez la voir. Voilà, donc là, je vais vous représenter… voilà, je vais vous expliquer un petit peu les missions donc, de l'ARIPA, donc de l'Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire. Donc, je vous en parlais tout à l'heure. L'ARIPA peut vous délivrer un titre exécutoire qui fixe une pension alimentaire. Je précise bien, donc, c'est uniquement la fixation de la pension alimentaire
En aucun cas, l'ARIPA ne pourra intervenir sur les modalités de garde liées à l'enfant, ainsi que sur l'autorité parentale. C'est vraiment uniquement la fixation d'une pension alimentaire. Voilà, donc vous pouvez, toujours sur le site pensionalimentaire.caf.fr, eh bien, on peut vous accompagner pour l'établissement d'un titre exécutoire. Et parce que, petite précision, donc pour qu'on puisse vous aider au recouvrement des pensions alimentaires, il faut impérativement que l'allocataire détienne un titre exécutoire. Donc, on entend par titre exécutoire, donc soit un document donc, délivré par la CAF ou la MSA qui fixe le montant d'une pension alimentaire, mais dans la majeure partie des cas, c'est un jugement délivré, c'est une ordonnance ou un jugement délivré par le tribunal judiciaire, par le juge aux affaires familiales, soit dans le cadre de l'homologation d'accords parentaux, soit dans le cadre d'une procédure liée aux enfants, donc par rapport au lieu de résidence, lieu de vie suite à la séparation, soit dans le cadre d'une procédure de divorce. Alors, l'ARIPA pourra également donc soutenir les parents dans par rapport à la gestion de l'ASF, puisque l'ASF peut prendre trois formes. Donc, l'ASF recouvrable, qui est sous forme d'avance versée lorsqu'un parent ne remplit pas son obligation d'entretien alors qu'il est solvable. C'est-à-dire que le juge aura fixé le montant d'une pension alimentaire, mais le parent débiteur donc ne réglera pas cette pension, eh bien, la CAF peut intervenir pour aider le parent qui doit recevoir cette pension. La CAF va l'aider à récupérer cette pension, mais en attendant, va lui verser l'ASF recouvrable. On a également l'ASF complémentaire. Donc, l'ASF complémentaire, elle intervient quand le montant de la pension alimentaire qui est fixé donc, par jugement ou par titre exécutoire est inférieur au jour d'aujourd'hui à un montant de 195,86 €. C'est-à-dire qu'on imagine un parent qui doit recevoir une pension alimentaire de 100 € par l'autre parent, eh bien, il peut demander l'ASF complémentaire et la CAF viendra compléter à hauteur de 95 € pour arriver à un montant de 195 €. Et l'autre ASF, c'est l'ASF non recouvrable. Donc, lorsque le parent qui est débiteur n'est pas solvable. Donc, voilà, l'autre parent est bénéficiaire du RSA, de l'AAH ou des revenus très faibles, ou un jugement qui dit que l'autre parent n'est pas en capacité donc, de payer une pension alimentaire, eh bien, la CAF versera directement au parent qui élève seul l'enfant l'ASF. Donc, l'autre service, c'est le recouvrement des pensions alimentaires impayées, donc jusqu'à 24 mois d'impayés. Donc, dans ce cadre-là, la CAF est saisie donc, pour recouvrer les pensions alimentaires. Et donc, l'ASF, elle sera versée à titre d'avance à l'autre parent si la pension alimentaire est impayée ou partiellement payée. Donc, c'est la CAF qui engage toutes les démarches. Et puis, donc, ce service qui a beaucoup impacté donc, les familles ces 2-3 dernières années, c'est la mise en place depuis septembre 2020 de l'intermédiation financière des pensions alimentaires et qui est devenue obligatoire depuis janvier 2023. C'est-à-dire que donc, cette intermédiation financière, elle permet donc, c'est la CAF qui sert d'intermédiaire. Dès lors qu'on a un jugement, eh bien, la CAF, donc le parent qui doit verser une pension alimentaire, la verse désormais à la caisse d'allocation familiale et c'est la caisse d'allocation familiale qui va la reverser au parent qui doit la recevoir. Ainsi, on évite, le parent qui doit la recevoir est sûr de la recevoir tous les mois, mais s'il ne la reçoit pas, eh bien, la CAF peut verser une avance à une avance d'ASF recouvrable et on ira se rembourser auprès de l'autre parent, donc dès lors qu'on pourra récupérer la pension. Ce service, donc maintenant, normalement, les magistrats sont tenus, donc depuis janvier 2023,
dès lors qu'un jugement est rendu par le tribunal judiciaire, les magistrats donc, ont obligation donc, d'enregistrer ces jugements-là sur une plateforme. Et donc, la CAF ensuite est informée que le jugement est arrivé et donc prend contact donc, avec les deux parents pour mettre en œuvre l'intermédiation financière. Alors, un autre service de la CAF pour accompagner les parents dans le cadre d'une séparation, c'est le site monenfant.fr, donc qui a été conçu par la branche famille et qui propose un accompagnement aux parents. Et donc là, les parents qui se séparent donc, peuvent trouver des renseignements sur les offres d'accompagnement et également trouver une structure pouvant les accompagner pour la mise en œuvre d'une médiation familiale. Donc, l'accompagnement des parents peut se dérouler donc, à travers la médiation familiale pour que le couple, que le couple parental, malgré tout, puisse aborder ensemble les questions liées à la séparation et aux enfants. Donc, la médiation familiale va leur permettre un temps d'écoute et d'échange pour pouvoir trouver des solutions dans la nouvelle organisation familiale et puis faire en sorte donc, que l'intérêt de l'enfant donc, soit prime dans les aménagements qui vont être trouvés entre les parents. Et donc, le médiateur va aider les parents, donc va accompagner les parents dans cette mise en place de la nouvelle organisation familiale. La médiation familiale permet également la mise en œuvre, en tout cas que les parents puissent rédiger ensemble une convention parentale pour les modalités de garde de l'enfant. Elle peut fixer le lieu de résidence, mais également la pension alimentaire. Et donc, cette convention parentale, ensuite, elle sera transmise au magistrat par les parents pour que le magistrat l'homologue. Et donc, ce sera un titre exécutoire, un jugement d'homologation et ainsi permettre donc, la mise en place de l'intermédiation financière. Donc, une nouvelle offre d'accompagnement à la parentalité pour les parents qui se séparent, qui va voir le jour donc, en 2024 donc, sur le département. Ce sont les cafés parents. Donc, ça va être un atelier parentalité pour échanger et identifier les conséquences de la séparation et accompagner les parents et les aider dans leur nouvelle organisation familiale. Alors, pour certains ont connu donc, les séances parents après la séparation, donc, qui étaient déployées donc, sur l'ensemble du département à raison de 5 à 6 séances annuelles sur l'ensemble du département. Et puis, ces dernières années, donc, développées différemment sous la forme de webinaires en raison de la crise sanitaire. Mais donc, voilà, donc on va abandonner les séances parents pour développer une nouvelle offre, donc les cafés parents, où là, les parents pourront venir vraiment échanger. Voilà, donc ce sera une nouvelle modalité. Petit aparté, donc un webinaire de présentation également, donc pour vous partenaires, va avoir lieu le 16, si je ne me trompe, le 16 avril prochain. Donc d'ailleurs, il y a des invitations que vous avez dû recevoir, qui sont parties hier. Voilà, pour vous présenter donc ces nouveaux cafés parents. Alors, autre lieu d'accompagnement des parents concernés par une séparation, ce sont les espaces de rencontre. Les espaces de rencontre qui peuvent être donc des lieux où les enfants viennent rencontrer leur papa ou leur maman, mais en présence d'un tiers pour accompagner donc cette visite, ce droit de visite suite à une séparation. Autre service, l'aide à domicile, donc avec les structures, les associations d'aide à domicile qui peuvent vous aider dans ce passage difficile que peut être la séparation. Et puis, un point spécifique sur les violences conjugales, mais moi, je vais en parler. Voilà, on en parlera donc en fin de webinaire. Alors, d'autres dispositifs, donc les aides financières pour vous accompagner donc, dans le cadre de ce moment difficile, donc, donc voilà, les prestations donc, qui sont révisées.
Un accompagnement personnalisé, ah ça c'est mal positionné, c'est pas très joli. Un accompagnement personnalisé donc par la CAF, donc par les travailleurs sociaux de la CAF pour prévenir d'éventuelles difficultés et orienter vers les services compétents qui peuvent accompagner par rapport à la séparation, mais par rapport à tous les bouleversements économiques, sociaux, démarches administratives qui ont dont la séparation a un impact important. Voilà, donc les pensions alimentaires, donc l'orientation vers l'accompagnement vers la plateforme Aripa, donc qu'on a vu tout à l'heure. Et puis l'accès au logement, donc pour aider les parents dans le cadre, donc suite à la séparation, pour trouver un nouveau logement ou maintenir la personne dans le logement. Donc, sur lecaf.fr, vous pouvez retrouver un parcours interactif lié à la séparation, donc le parcours séparation. Pardon. Il est basé sur 5 questions qui sont posées à l'usager. Et le parcours interactif présente une offre personnalisée et oriente donc une offre personnalisée par rapport aux prestations légales, aux offres de services et une orientation donc vers les sites compétents. Oui, en fonction de la réponse aux questions. En fait. Oui, en fonction de la réponse aux questions, tout à fait. Donc là, l'offre d'accompagnement social par les travailleurs sociaux de la CAF, c'est de favoriser l'accès aux droits communs pour les 2 parents et dans l'intérêt de l'enfant, et de soutenir les parents face à la nouvelle organisation familiale et aux nouveaux projets de vie. Donc les parents sont reçus avec pour objectif de faire un point sur l'ensemble de leurs droits CAF, si l'allocataire n'a pas été préalablement reçu par un technicien conseil à l'accueil ou en rendez-vous téléphonique. Donc, il y a éventuellement une ouverture ou une actualisation des droits. Donc, ça peut être de la prime d'activité, l'ASF dont on a parlé, l'aide victime aux violences conjugales, l'aide au logement. Il y a un point qui est fait sur l'organisation de la vie quotidienne avec les enfants, le travail, le logement, donc les modes de garde également. Puisque ça peut aussi avoir un impact. En fonction des situations financières donc de la famille, on peut activer des aides financières, donc des aides CAF, le Fonds de solidarité logement, l'orientation vers le site vers le site Action Logement. On accompagne également les allocataires dans les démarches sur les procédures juridiques. Donc, on leur explique un petit peu la nécessité de faire fixer la pension alimentaire, l'orientation vers la médiation familiale, l'élaboration d'accords parentaux, l'orientation vers le juge aux affaires familiales ou un avocat parce que la situation est délicate. Voilà, vraiment, on fait un accompagnement dans la mise en œuvre de ces démarches-là. Donc, on les informe et on les conseille donc, sur les nouveaux services de la CAF, donc l'ARIPA et l'intermédiation financière. On les informe sur les professionnels et on oriente vers les partenaires en fonction de leurs besoins. Ça peut être le CIDFF, l'ADAGE, la médiation familiale, ça peut être la CPAM aussi. On leur présente également, donc en fonction de la situation, donc la fameuse checklist CAF-CEPAM dans le cadre du parcours séparation, où on fait un point un petit peu sur toutes les démarches à revoir dans le cadre de la séparation. Et bien évidemment, donc cet accompagnement, il se déroule par un temps d'écoute sur les difficultés vécues, parce qu'en fonction des situations, elles ne seront pas la même d'un allocataire à un autre. Alors, cette offre d'accompagnement social en CAF, comment elle se décline? Les familles allocataires CAF avec enfants à charge sont contactées par les travailleurs sociaux dès lors que leur séparation a été enregistrée à la CAF. Donc, un courrier de mise à disposition leur est adressé soit dans leur espace caf.fr, soit par courrier, sinon pas d'adresse mail, mais bon, là, c'est de plus en plus à la marge. Donc, les allocataires prennent rendez-vous directement donc, avec les travailleurs sociaux par téléphone, puisqu'on leur communique donc, notre numéro direct dans le courrier de mise à disposition. Donc, ensuite, on leur propose un rendez-vous à Chaumont ou à Saint-Dizier en accueil physique
ou alors par téléphone pour les allocataires qui sont le plus éloignés donc des points d'accueil. Voilà. Alors également, pour permettre l'ouverture de l'ensemble des droits, eh bien, on effectue aussi des appels proactifs par rapport à cette liste donc de séparation enregistrée, parce que les parents n'ont pas, voilà, la locataire n'aura pas contacté le travailleur social, mais bon, on s'aperçoit que des droits n'ont toujours pas été valorisés, eh bien, on recontacte. Voilà, et donc les allocataires, ils peuvent également nous être orientés, bien évidemment, par les gestionnaires conseils de la CAF ou les partenaires. Hein, ça peut être le CD, mais vous également, donc Espace France Service, Maison des Services, ça peut être également les associations d'aide à domicile ou tout autre partenaire qui, voilà, qui souhaite que la personne soit accompagnée plus précisément et de façon très personnalisée par un travailleur social parce que la situation va être délicate. Et puis donc cette nouvelle offre d'accompagnement à la parentalité donc qui va être développée prochainement, donc Café Parents, et bien voilà, vous avez la primeur, donc la séparation, parlons-en. Donc, et un premier Café Parents donc, qui sera organisé donc, le mardi 28 mai à l'UDAF à Chaumont. Voilà, beaucoup de changements. Donc, on vous présentera donc toujours les partenaires qui étaient déjà mobilisés donc, sur les séances parents après la séparation. Donc, le CIDFF, la MSA, l'UDAF et puis la CAF. Voilà, donc un webinaire qui est organisé donc jeudi 16, je ne sais plus. Donc, voilà, vous allez, de toute façon, vous avez reçu l'invitation. Donc, voilà. Et si vous ne l'avez pas reçu, manifestez-vous auprès de notre secrétariat de direction pour pouvoir participer à ce webinaire. Donc, il sera très court, hein, environ une demi-heure, au grand maximum 1 heure, sauf s'il y a des questions voilà, sur cette nouvelle offre d'accompagnement. Voilà, donc par rapport donc, à l'accompagnement et au service de la CAF par rapport à la séparation. Voilà, donc je vais laisser la parole donc, voilà, à ma collègue de la CEPAM. Au niveau de la CPM, donc on vous propose une offre d'accompagnement en santé. Donc les agents de l'assurance maladie peuvent orienter l'assuré en situation de séparation ou de monoparentalité sur les démarches administratives à mener et ainsi lui éviter une rupture de droit. La situation de l'assuré et des enfants peut nécessiter un accompagnement santé attentionné et individualisé pour éviter un écart aux soins ou un accès trop tardif aux campagnes de dépistage et aux actes de prévention. De nombreuses situations peuvent entraîner des difficultés pour se faire soigner et l'assuré renonce ou reporte la réalisation de certains soins parce qu'il ne sait pas quelle démarche réaliser ni à qui s'adresser. Il n'a pas de complémentaire santé ou une complémentaire inadaptée. Il a du mal à obtenir un rendez-vous avec un professionnel de santé. Il doit avancer ou payer des sommes trop importantes. Il est isolé et a des difficultés pour se déplacer. Il est perdu dans les démarches en ligne, donc via le compte Amélie ou Mon Espace Santé, notamment, ou pour diverses raisons. Donc, les conseillers accompagnement santé de leur CPAM sont des interlocuteurs privilégiés pour aider ces assurés dans leur démarche. L'objectif est de trouver des solutions en établissant une relation de confiance entre le conseiller accompagnement santé et l'assuré. Donc, il existe au sein de chaque CPAM de France, en fait, la mission accompagnement santé. Donc, cette mission accompagnement santé, elle a pour but de coordonner, organiser ou réaliser l'accompagnement des assurés dans le cadre de difficultés d'accès aux droits, de renoncement ou de difficultés d'accès à des soins, que ce soit des difficultés financières, géographiques, temporelles ou liées à un handicap, de fragilité face au numérique ou de situations sociales complexes. Donc, le but de cette mission accompagnement santé, en fait, c'est d'avoir une approche populationnelle, donc par le biais d'actions d'aller vers, et d'avoir des détecteurs. Donc, on a des détecteurs en interne, mais bien entendu, on compte aussi sur nos partenaires pour nous détecter ce genre de situation, donc par le biais, en fait, d'un formulaire de saisine que je vais vous présenter juste après, qu'on va d'ailleurs vous joindre à l'envoi du support à l'issue de ce webinaire, si vous êtes confronté à cette situation-là. Donc, vous allez retrouver sur ce formulaire, en fait, donc au recto,
Donc, divers renseignements. On va vous demander de nous indiquer la modalité de détection, la date de la saisine, de nous préciser l'objet de l'accompagnement demandé, s'il s'agit de difficultés d'accès aux droits, de renoncement ou de difficultés d'accès à des soins, de renoncement ou de difficultés d'accès à des soins liés à un handicap, de fragilité face au numérique, ou si la situation de l'assuré est beaucoup plus complexe, où là, nous, on orientera en interne vers le service social de l'assurance maladie. On vous demandera bien entendu les coordonnées de l'assuré, donc son nom, son prénom, date de naissance, son numéro de téléphone, son adresse mail, et puis on vous demandera de préciser aussi les coordonnées du détecteur et l'indication des premières démarches effectuées par celui-ci. Au verso, on vous demandera de préciser en cas de renoncement ou de difficulté d'accès à des soins, donc si les types de soins qui n'ont pas été réalisés, la durée du renoncement ou la difficulté qui a poussé l'assuré donc à ne pas se faire soigner et les causes de ce renoncement. On vous demandera également de recueillir le consentement de l'assuré pour qu'on puisse nous l'accompagner au sein de cette mission accompagnement santé dans ses difficultés. Et puis, on retrouvera également des mentions d'information pour l'assuré sur le traitement des données, la durée de conservation, les droits d'accès et de rectification et les droits de réclamation. Alors, comment nous adresser le formulaire? Donc, si vous souhaitez nous adresser ce formulaire en version papier, je vous ai indiqué en fait l'adresse mail. Alors là, apparemment, il ne figure pas sur cette slide-là. Donc, on vous remettra à disposition l'adresse mail ogplanir.cpam-marne@assurance-maladie.fr. Et pour les partenaires conventionnés avec nous, vous avez la possibilité de nous envoyer ces saisines via notre extranet Espace Partenaire. Alors, en pratique, une fois qu'on a reçu cette saisine, donc nos conseillers accompagnement santé, en fait, vont contacter l'assuré par téléphone. Il va réaliser avec lui un bilan sur ses droits et ses besoins. Il va l'orienter et l'accompagner pour ses démarches en lien avec sa santé et il va le tenir informé de sa situation et l'aider surtout à trouver des solutions. Donc, le bénéfice pour l'assuré qui est accompagné, c'est d'être à jour de ses droits, de savoir mieux s'orienter dans le parcours de soins et de l'amener à être plus autonome dans ses démarches. Nous avons également dans cette offre d'accompagnement en santé l'offre des centres d'examen de santé. Donc, l'examen de prévention en santé, donc le PS, est destiné aux personnes éloignées du système de santé, donc de plus de 16 ans, qui sont assurées au régime général, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de suivi médical régulier, qui n'ont pas de consultation de médecine du travail. C'est un examen donc, qui est pris à 100% par l'assurance maladie, donc il n'y a aucune avance de frais. Le PS permet à l'assuré de faire un point sur sa santé avec des professionnels de santé en agissant en complémentarité du médecin traitant. Cet examen peut être réalisé auprès du centre d'examen de santé rattaché à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de résidence de l'assuré ou celui d'une autre circonscription si ce centre est plus proche de sa résidence. Alors, pour le 52, on a un centre d'examen de santé donc dans les locaux de la CPAM à Chaumont et on en a un autre à Saint-Dizier. Si l'assuré rencontre des difficultés donc, pour s'y rendre, sachez qu'une prise en charge des frais de transport peut être demandée auprès de la Commission d'action sanitaire et sociale de la Caisse primaire d'assurance maladie. Donc, les thématiques abordées au cours de cet examen peuvent être nombreuses et comprennent notamment un volet sur les violences intrafamiliales. Donc, sur la slide suivante, je vous ai en fait présenté le schéma synthétique du périmètre de l'EPS socle. Donc, vous pouvez constater que les thèmes sont divers et variés et on retrouve, pour faire le lien sur la suite du diaporama, donc le volet sur les violences intrafamiliales.
Et l'examen de santé, il est proposé par mail, par courrier, ou c'est les gens qui peuvent, En fait, demander le parcours? On peut détecter, on peut directement, en tant que partenaire, en fait, nous dire cette personne est éloignée du système de santé, nous prévenir, et ensuite, la personne est contactée par le CES pour l'inviter à venir réaliser son examen. Très bien. Est-ce que dans les partenaires, est-ce que vous avez des questions sur cette thématique avant que je parle de l'aide universelle d'urgence aux violences conjugales? Donc, je vais commencer par vous rappeler quelques chiffres. Donc, c'est une loi qui est récente puisqu'elle date, elle a été votée en février 2023. Cette loi qui a instauré cette nouvelle aide qui est versée par les CAF et les MSA, mais elle n'est rentrée en vigueur que le 1er décembre. Donc là, vous avez quelques chiffres sur les violences conjugales. Vous noterez aussi qu'il y a 28% des victimes qui sont des hommes. Alors, le fonctionnement. Alors, il faut déjà être victime de violences conjugales. Alors, nous, ce qu'on va demander, c'est un dépôt de plainte, procès verbal, donc dépôt de plainte à la gendarmerie, procès verbal. On a certaines personnes qui peuvent déjà détenir une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales ou un signalement au procureur. Donc déjà, il faut que la violence soit avérée par une pièce justificative. Et donc, si la personne a une pièce justificative et a déjà entamé des démarches pour violence conjugale, elle doit faire une demande d'AVVC, donc une demande de cette aide, soit auprès de la CAF, soit auprès de la MSA. Et nous, on préconise que la personne le fasse en ligne, parce qu'au moins, elle va répondre à toutes les questions. Mais il y a un formulaire papier qui existe. Et nous, dès qu'on a le formulaire plus la pièce justificative qui prouve les violences, on la traite assez rapidement. Alors, ils disent versement sous 3 jours. Ce n'est pas versement sous 3 jours, parce qu'avec les délais bancaires, même moi, si je traite la demande aujourd'hui, ça va être dans 5 jours au mieux sur le compte bancaire. Mais nous, si on la reçoit aujourd'hui, cette demande, elle va être traitée aujourd'hui, demain ou lundi. Elle va être traitée très rapidement. Donc, ça fait quand même un paiement assez rapide, parce que le but du jeu, c'est comme c'est une aide d'urgence, donc elle doit quand même être payée en urgence. Et comme elle est destinée soit à la personne, soit de se séparer ou de mettre en place les moyens pour quitter son conjoint. Bon, dans la majorité des cas, puisqu'elle elle est déjà en place depuis le mois de décembre, nous, les personnes qui font valoir ces droits à cette aide, elles sont déjà séparées. Donc, c'est pour ça aussi qu'on en parle dans le parcours séparation, parce que dans la majorité des cas, la séparation est déjà effectuée. Alors, il y a 2 types d'aides. En fonction des ressources de la personne séparée, ça va être versé sous forme d'aide ou sous forme, donc aide, on ne demandera pas à rembourser, de prêt qui sera remboursable plus tard. Bon, alors, vu les niveaux de revenus, en gros, la personne seule, il faut qu'elle laisse en fonction des enfants à charge, mais à peu près 3 000 € si elle a 1 ou 2 enfants à charge. Donc, pour l'instant, toutes les aides qu'on a versées, les personnes seules, elles n'avaient pas ce minimum, ces revenus. Donc, nous, on verse pour l'instant que des aides qui sont non remboursables. Mais si c'est une personne qui a suffisamment de moyens, on lui verse cette aide et elle sera remboursable. Et remboursable donc auprès de l'auteur des victimes s'il est condamné. Et si l'auteur des victimes n'est pas condamné, c'est la personne qui a bénéficié de cette aide qui devra nous rembourser, mais dans 12 à 24 mois. Mais pour l'instant, on n'a pas de cas. Pour l'instant, on verse des aides sans contrepartie, sans demander le remboursement. Alors, effectivement, sur le CAF.fr, vous avez des informations sur les montants, sur comment faire une demande,
parce que les montants, ça fluctue en fonction des enfants à charge. Quelles sont les conditions pour en bénéficier? Je vous les ai dites, hein, être victime de violence. Donc, ça, on va vouloir une preuve. Alors, c'est bien les violences conjugales, c'est bien violences entre conjoints. Ça ne concerne pas les violences faites aux enfants. Et vous avez le formulaire aussi de demande sur le CAF.fr. Donc voilà, vous êtes prêt à effectuer les démarches. Donc si elle est allocataire, elle va se connecter à son compte, elle va pouvoir faire la démarche en ligne. Si elle n'est pas allocataire, elle va pouvoir télécharger l'imprimé. Et donc c'est aussi valable pour les MSA. Et les tuteurs peuvent aussi avoir accès à la demande pour leur protéger. Une petite précision par rapport aux enfants à charge dans le cadre de l'aide victimes de violences conjugales. On a tendance à penser enfants à charge, ce sont les enfants donc rattachés au dossier CAF. Sauf que là, le législateur donc, a prévu qu'il compte à charge les enfants que la personne a élevés jusqu'à 21 ans. C'est-à-dire que si elle a un fils de 19, 20 ans qui a déjà quitté le domicile, vous pouvez le déclarer dans la demande d'aide victime de violence. Voilà, ce sont bien les enfants que la personne a élevés. Alors oui, en fait, ouais, c'est un peu plus, c'est à élever, mais dont elle a toujours l'autorité parentale. Et l'autorité parentale, donc il y a des cas où quand même ils peuvent être exclus. Effectivement, comme l'a dit Emmanuel, ils ne sont pas obligés d'habiter dans le logement de la personne qui se sépare. Si la personne, elle dit, moi j'en assume la charge et j'ai toujours l'autorité parentale, elle s'occupe toujours de son enfant, même s'il n'est plus dans le... l'enfant peut être attaché à son foyer et le montant adapté. Donc en fait, il y a plusieurs cas de figure. Mais effectivement, ce n'est pas forcément l'enfant tel que nous, on l'entend en prestation familiale. C'est ça. C'est plutôt une histoire d'autorité parentale et c'est jusqu'à 21 ans. Donc, on termine ce webinaire. Si vous n'avez pas de questions, je vous rappelle qu'une enquête de satisfaction va vous être adressée par mail, que ce webinaire aussi va être disponible, enfin l'enregistrement va être disponible. N'hésitez pas à compléter le questionnaire et à indiquer les thèmes qui vous intéresseraient pour nous, le développement de nos prochains webinaires. Donc demain, il y a une réunion, une rencontre avec les partenaires. Peut-être que certaines d'entre vous qui êtes derrière l'écran, je vous retrouverai demain matin. Oui, c'est demain matin. Donc sur le site Canopé. Donc il y a des choses qu'on va réaborder demain, mais il y aura aussi d'autres choses qui vont être abordées. On sera 3 à animer cette rencontre partenaire. Si vous n'avez pas de questions, on va arrêter là. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Je remercie aussi l'intervenante de la caisse primaire d'être venue, ce qui vous permet aussi à vous d'avoir une vision un peu plus vaste pour les personnes que vous rencontrez et que vous accueillez. Donc, je vous remercie. Je vous dis au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Moi, si je Je suis vais pas faire amenée rejoindre. à coopérer